Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce grand entretien. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Véronique Drouin, qui est œnologue et co-gérante de la maison Drouin et domaine Drouin-Oregon. Donc, vous allez passer un petit moment intime avec Véronique Drouin et Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef de la Revue du Vin de France, qui va animer cette rencontre. Et à l'issue de la rencontre, vous pourrez poser vos questions. Donc, on fera circuler un micro-ballon parmi vous. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent en ligne. Vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions depuis votre plateforme Zoom, donc n'hésitez pas, elles seront relayées à Véronique Drouin et à Jérôme Baudouin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et à l'issue de la rencontre, vous pourrez remonter au premier étage pour déguster un verre de vin. Nous avons donc un verre offert par Véronique Drouin, Côte de Beaune, Joseph Drouin. Et puis, il y a un livre aussi qui sera dédicacé, qui s'appelle « Autour d'une bouteille » avec Véronique Bosse-Drouin, que vous pourrez vous procurer donc, dans les salons Lafayette au premier étage. Et avant de laisser la parole à Jérôme Baudouin et à Véronique Drouin, je remercie nos mécènes, Keops Technologies et HEA, nos fidèles mécènes des grands entretiens. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien. Cette fois-ci, on va voyager un petit peu puisqu'on sort de Bordeaux et on va aller en Bourgogne. Et on va en Bourgogne avec quelqu'un qui représente une grande famille de négociants, la maison Joseph Drouin, et qui est dirigée en famille, entre frères et sœurs. Ils sont 4 et il y a une sœur dans les 4. Et c'est Véronique Drouin qui est l'œnologue de la maison et qui a un pied en Bourgogne et un pied en Oregon, où elle vinifie également du chardonnay et du pinot noir en Oregon. Donc, entre autres, elle va nous parler non seulement de l'histoire de sa famille, mais elle va nous parler des différentes identités d'un pinot noir entre les États-Unis et la France, entre des terroirs volcaniques et des terroirs argilo-calcaires. Elle va nous raconter plein de choses. Vous allez, je pense, prendre beaucoup de plaisir. Et je vous demande d'applaudir chaleureusement Véronique Drouin. Bienvenue, Véronique. Merci. Et merci d'être ici ce soir. C'est un grand plaisir, c'est un grand honneur. Merci beaucoup de l'invitation. Le plaisir est réciproque. Franchement, je suis vraiment heureux. Puis en plus, on a quelqu'un, alors je fais un petit aparté, mais on a Véronique Sanders, qui est une amie de Véronique Drouin, qui est là en plus ce soir, qui est venue exprès pour l'écouter. Et voilà, c'est un double plaisir. C'est ma sœur et tu devrais venir quand même à côté de moi une seconde. Ah, juste une seconde, vous allez comprendre pourquoi on dit c'est sa sœur. Pourquoi. C'est étonnant. On a failli vous faire la blague qu'elle prenne ma place. On s'est demandé qui allait s'en rendre compte. Puis finalement, elle a dit non. Alors, Véronique, on va poser une question très simple. La maison s'appelle Joseph Drouin. Et comment est née cette maison, Joseph Drouin, à Beaune? En fait, tout simplement, Joseph Drouin est mon arrière-grand-père qui, à l'âge de 23-24 ans, aimait beaucoup le vin, mais sa famille était plutôt dans le monde du textile, dans le nord de la Côte d'Or. Et on lui dit, mais si tu veux faire du vin, c'est à Beaune que ça se passe. Donc, il vient s'installer à Beaune. Donc, on le voit, c'est celui qui est à gauche là, sur la photo. Oui. Et avec sa jeune épouse, et il commence à acheter quelques raisins. Donc, il est négociant. Et ça, c'est 1880. D'accord. Voilà, il crée une maison à laquelle il donne son nom. Et il démarre cette petite activité de négoce au cœur de Beaune. Il achète d'ailleurs une maison qui est dans le cœur historique de la ville de Beaune, dans laquelle on est toujours. C'est ça, vous êtes toujours au même endroit. On n'a jamais changé, ça fait un peu sourire les gens, parce que quand ils viennent à Beaune, ils se disent, bon, Joseph Drouin, une maison un petit peu connue. Et quand on regarde les bureaux, je leur dis, c'est le International Headquarters de Drouin, où on s'imagine un truc très grand, mais en fait, c'est une maison. Dans mon bureau, c'est une chambre, je pense, parce qu'il y a une cheminée toujours. Donc, c'est
Voilà, c'est des bâtiments pleins, oui, qui ont beaucoup d'histoire. Et alors, si Joseph est le fondateur de la maison de négoce, c'est quand même votre grand-père, Maurice, qui a impulsé le développement de la maison quelque part. Oui, Maurice, en fait, prend la suite de son père en 1918. Joseph est décédé en 1918, qui est une période quand même pas simple en Bourgogne, mais bon, voilà. Alors la maison est toute petite, mais Maurice, c'est lui qui se dit, au fond, acheter des raisins, c'est bien, mais si je pouvais avoir quelques vignes, ça serait formidable. Et c'est lui vraiment qui est à l'origine de la naissance du domaine. Il faut se rappeler quand même qu'en 1918, et pendant quelques années encore après, on va dans les vignes avec les chevaux. Et c'est pour ça que beaucoup de maisons beaunoises, implantées à Beaune, comme la maison Latour, ou la maison Bouchard, ou la maison Jadot, en fait, ont beaucoup de vignes qui ne sont pas très loin, tout autour, oui. Tout autour, parce que techniquement, en fait, on partait dans les vignes avec le cheval et il fallait rentrer le soir. Et à Beaune, il y avait une appellation que Maurice aimait beaucoup, qui était le Clos des Mouches. Donc la naissance du domaine, c'est 1921, avec l'acquisition de quelques parcelles au Clos des Mouches, qui est devenu un vin un petit peu mythique pour la maison. Mais il achète aussi une parcelle au Clos de Vougeot. Et là, c'était déjà trop loin pour y aller. Donc il a un de ses amis qui s'occupait de la parcelle. Et au moment des vendanges, les raisins étaient rapatriés, probablement assez doucement, mais sur Beaune. Ah oui, parce qu'à cheval, ça fait quand même quelques kilomètres. Ça fait quand même quelques kilomètres, oui. Et Maurice a un parcours particulier quand même, parce que de par sa naissance, de par son parcours pendant la guerre, et je crois que son histoire vous tient à cœur. Je sais que ça... Oui, mon grand regret, c'est que je ne l'ai pas connu, parce qu'il est décédé en 1960, donc un petit peu avant ma naissance. Mais c'était un homme, des personnes que j'ai pu rencontrer qui l'ont connu, m'ont dit que ton grand-père était un homme extraordinaire. Alors c'était quelqu'un qui avait, on va dire, 3 casquettes. Celle de diriger une toute petite maison dont il avait hérité, mais il se trouvait qu'il était aussi, un peu de par la force des choses à cette époque, il était officier de liaison du général MacArthur, et il était très, très attaché à un établissement beaunois, on va dire de renommée un peu internationale, qui est les Hospices de Beaune. Les Hospices de Beaune, oui. Donc il était administrateur et presque on dirait directeur des Hospices de Beaune. Donc il travaillait à mi-temps, il donnait son temps aux Hospices de Beaune et l'autre partie de son temps à la maison de Rouen. Et il y a toute une histoire assez touchante entre mon grand-père et les Hospices qui lui ont en gros sauvé la vie pendant l'occupation. D'accord. Et comment il a une naissance particulière, parce qu'il y a un grand homme de science dans votre famille. Alors ça, c'est mon autre grand-père. Voilà. En fait, c'est Joseph Drouin, 2 enfants, Maurice et Thérèse. Maurice, lui, a une épouse mais n'a pas d'enfant. Et sa sœur, Thérèse, a 3 enfants, dont mon père, 2 filles, 1 garçon. Thérèse épouse un homme extraordinaire, médecin, chercheur, l'un des pères du vaccin de la tuberculose qui s'appelait André Jousset. Alors c'est pour ça que souvent on nous demande pourquoi vous appelez Jousset Drouin. Mais hélas, les parents, donc Thérèse et son mari André, décèdent quand les enfants sont très jeunes. Mon père était orphelin de mère à 3 ans et de père à 7 ans. Donc les 3 enfants sont adoptés officiellement par leur oncle, qui n'avait pas d'enfant. Que Maurice. Donc c'est une belle histoire parce que la filiation a pu continuer. Donc la maison de Drouin est passée, on va dire, de manière biologique par ma grand-mère, mais finalement elle est restée filiale par celui que j'appelle mon grand-père parce qu'il l'est devenu officiellement. Mais André Jousset, dont on parle jamais parce qu'on fait du vin et qu'on n'est plus dans la médecine, mais était un homme assez étonnant qui a dirigé l'hôpital Laennec pendant longtemps et qui était né mais en 1867. Donc, ah oui, effectivement. Ouais. Et votre père, comme son grand-père, enfin comme son père et son grand-père, reprend la maison très jeune aussi. Il se retrouve à devoir, en 57, à reprendre la maison de négoce à 22, 23 ans, c'est ça? Oui, c'est amusant parce que c'est un âge
Je ne sais pas pourquoi, mais à la maison Tous, Drouin, toute la passent, famille, on rentre à peu près tous à 23-24 ans. C'est ça. Bon, c'est un peu un Qu'est-ce hasard. qui... En fait, 57, malheureusement, Maurice a fait probablement un AVC et il reste paralysé. Et donc là, il peut difficilement diriger la maison et il appelle mon père qui est en Algérie, c'était l'époque de la guerre. Et il lui dit, il faut que tu rentres. Donc mon père est libéré pour pouvoir aider son père. Donc il rentre à Beaune. Et il a effectivement 24 ans. Et là, il démarre en fait un peu en autodidacte. Parce qu'il ne se dirigeait pas du tout vers la production de vin. Non, il ne se dirigeait pas ça. Alors il avait, comme il le dit, j'ai grandi dans les vignes, il aimait ça, il connaissait beaucoup plus que ce qu'il n'imaginait. Même nous, on grandit dedans, donc on ne s'en rend pas compte. Mais il avait plutôt étudié la philosophie, la musique, il était très bon musicien. Et vous êtes tous musiciens d'ailleurs. On est un peu tous musiciens, enfin on était tous musiciens. Et voilà, donc il se retrouve parachuté là et tout de suite passionné. Et c'est vrai que sous son époque, en fait, la maison prend quand même un envol important. C'est ça, très important. Parce que c'est notamment avec lui que vous allez vous développer à Chablis. Et ça, c'est les années 68, c'est ça, 10 ans après. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Chablis, pour vous au sein de la maison? Alors, Chablis, c'est important. Chablis, sur le domaine qui fait 100 hectares. Aujourd'hui, Chablis a 40 hectares. Mais c'est vrai qu'en 68, Chablis est une région extrêmement sinistrée. Oui. Parce qu'il y a eu la période compliquée de phylloxéra, du mildiou, de l'oïdium. Donc, tous ces événements, on va dire, avec des pathogènes qui nous ont vraiment mis la vigne partout, d'ailleurs, pas comme Bourgogne. Et puis, il y a eu 2 guerres. Donc, à Chablis, qui est une toute petite région, au fond, il n'y a plus personne pour s'occuper des vignes, il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus de jeunes. Et petit à petit, la région... Et plus de clients, parce que les clients étaient surtout les clients du bassin parisien. C'était les clients du Chablisien. Donc, à la fin des années 60, c'est une région très sinistrée. Mais mon père y croit. Et il se dit, un jour, cette région redeviendra connue. Et voilà. Et donc, il part là-bas, à Chablis. Il rencontre quelques-uns des vieux qui sont toujours là. Ils disent, où est-ce qu'on fait du bon vin ici? C'est là. Voilà. Et il achète petit à petit des parcelles. Au fur et à mesure, notamment des grands crus. Notamment des grands crus, oui. Et pas seulement à Chablis, parce qu'il va poursuivre ses achats aussi sur la Côte d'Or. Alors ça, c'est une grande chance qu'on a. Ça, c'est même avant Chablis. Au début des années 60, on a quelques vignerons partenaires qui nous fournissent des raisins qui vieillissent. Les enfants reprennent ou pas, ou les épouses se retrouvent pas forcément à vouloir garder les parcelles. Et là, c'est l'époque où il a pu faire l'acquisition de vignes extraordinaires qu'on ne pourrait pas s'offrir aujourd'hui, des Musigny, des Bonnes-Mares, des Chambolle Amoureuses, beaucoup de premiers crus sur Chambolle-Musigny, Griotte Chambertin. Enfin, c'est des noms qui font rêver, qui seraient très difficiles d'acquérir aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le domaine, en fait, grandit beaucoup à l'époque de mon père. À l'époque de votre père. Oui. Et aujourd'hui, par exemple, la maison Drouin, donc vous détenez 100 hectares à peu près en propre sur la Bourgogne. C'est combien de climats différents, de grands crus, de premiers crus, de villages, enfin on parle aussi du Clos des Mouches et tout ça. Combien de climats, combien ça fait de vins à vinifier? Parce que vous êtes l'œnologue maison, c'est vous qui les vinifiez à chaque fois. Ça fait combien? Ça en fait beaucoup. En fait, on commercialise une centaine d'appellations. On en vinifie plus, mais parfois il va y avoir 2 appellations. Par exemple, un Chambolle premier cru, ça va être 6 premiers crus qu'on assemble pour faire un Chambolle premier cru. Par contre, ça peut être aussi des raisins que nous allons acheter. Bien sûr. Par exemple, un bel exemple de partenariat ou on va dire d'activité de négoce, c'est le Montrachet. Nous ne sommes pas propriétaires du Montrachet qui appartient à la famille de la Guiche. Et voilà, donc un gros propriétaire. Un magnifique propriétaire d'une parcelle extraordinaire. Donc, nous rentrons les raisins. En fait, c'est nous qui faisons la vendange, la vinification. Donc, ça fait partie des appellations qu'on va vinifier, mais dont on n'est pas propriétaire. Alors, sur le domaine, il y a, en fait, j'ai jamais vraiment fait le compte total, mais une bonne quarantaine d'appellations, dont 14 grands crus. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir un joli domaine. On pose souvent la question, alors dans ce que vous vendez, qu'est-ce qui est domaine, pas domaine? On va dire à peu près 80% des premiers grands crus, c'est domaine. C'est domaine, oui. Voilà, et à peu près 80% de ce qui est Bourgogne et village, c'est plutôt des achats. D'accord. Oui. Parce que c'est vrai que quand on dit à un négociant bordelais
que vous avez une centaine d'appellations au total à vendre. Un propriétaire d'un cru classé à Bordeaux, il a un premier vin, un second vin. Oui. Mais et ça, c'est une bonne remarque. C'est une autre vision du vin. Et j'en parlais hier soir, en fait, à ma fille, que j'ai la chance d'avoir ici aujourd'hui. Je leur disais, en fait, le mot négociant, malheureusement, elle-même, pour deux métiers qui sont différents. En Bourgogne, un négociant va acheter du raisin ou du vin très jeune, l'élever, le mettre en bouteille, le commercialiser et voir son client final. À Bordeaux, un négociant va acheter, si je ne me trompe pas, oui, va acheter une caisse de vin à des producteurs et c'est lui qui va s'occuper de la commercialisation. C'est ça. Donc en fait, c'est quand même un petit peu différent. C'est vrai que le négociant bourguignon va s'occuper en gros du pied de vigne jusqu'au client final. Oui. Oui. Donc vous savez exactement à qui vous vendez votre vin. On sait à qui on vend. Alors après, on passe quand même par les canaux classiques de distributeurs, mais on rencontre quand même beaucoup de nos clients. C'est une force, ça, pour la Bourgogne Oui, je pense que c'est une force et c'est aussi... moi, j'aime beaucoup voir qui va... Moi, j'aime beaucoup rencontrer, on ne les connaisse pas tous, mais c'est quand même un des grands moments de rencontrer ces personnes qui vont boire vos vins. Et c'est pas juste, on a vinifié, puis après ça part, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas qui les boit. Et les clients nous écrivent, les clients nous posent des questions, nous envoient des photos. J'ai bu hier ce vin, c'était merveilleux, ou j'ai une question. Ça fait quand même partie aussi. C'est un lien direct. Parce que souvent je dis, c'est vrai qu'œnologue, c'est un métier magnifique, mais c'est pas tous les jours très drôle. Il y a des fois, on a des catastrophes climatiques, on peut avoir des accidents, on le voit, météo, ou même en cave. Voilà. Mais finalement, le meilleur moment, c'est quand on partage une belle bouteille. Je crois que c'est pour tout le monde pareil. Votre père, alors c'est sous l'impulsion de votre frère aîné. Il va être aussi pionnier en Bourgogne. Il va être le premier négociant à passer tout le vignoble en bio, puis en biodynamie dès les années 80. Fin des années 80, et en fait c'est votre frère. Alors vous pouvez me raconter comment votre frère débarque, parce que lui aussi il était un peu autodidacte, mais finalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a cette espèce de révélation Alors mon frère aîné, c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec mes trois frères. On est une fratrie, on est 4, et c'est un petit peu rare parce qu'en Bourgogne c'est souvent un ou deux peut-être qui vont travailler ensemble, mais nous on travaille tous les 4 et chacun a trouvé la voie qu'il aimait bien. Et mon frère aîné, qui a fait une école de commerce, qui était l'aîné, un garçon qui allait reprendre la direction de la maison, en fait, mon père lui dit, tu vas diriger une maison qui a des vignes et qui fait du vin, tu devrais apprendre un petit peu sur les métiers de la vigne et de l'œnologie. Donc c'est ce qu'il fait. Et à la fin de cette année, il va voir mon père et il lui dit, en fait, papa, j'ai un truc à te dire, moi je n'ai pas envie de prendre la direction de la maison. Par contre, je suis passionnée par la viticulture. Et vraiment, Philippe s'est découvert un amour de la viticulture et il est devenu très, très bon. Et par contre, il était un petit peu plus âgé puisqu'il avait fait son école de commerce avant. Et il dit, moi, je pose des questions dans ces cours et les réponses ne me donnent pas satisfaction. Par exemple, on a telle maladie, on va mettre tel produit. Que devient ce produit ? Dans la plante, dans le sol, dans l'eau, la rémanence ? Il dit, pas de réponse à toutes ces questions. Et il s'est dit, mais là, à terme, on ira dans le mur. Alors c'est vrai que c'était assez visionnaire, parce que ça, c'est le milieu des années 80. C'est 87, 88. Et à cette époque, Aubert de Vilaine, Dominique Lafont, il y a un petit groupe, Anne-Claude Leflève et Frédéric Lafarge, ont un peu les mêmes réflexions et se disent, mais il faut qu'on cherche, il faut qu'on explore autre chose. Et c'est à ce moment-là que la bio, alors on l'a appelée la bio, mais c'est, on va dire, une agriculture propre, plus respectueuse, beaucoup plus respectueuse, quelque part naturelle. On commence à en parler avec Claude et Lydia Bourguignon qui ont un petit peu fait cet éveil. Eux, ils ont... Oui, ils ont beaucoup secoué le cocotier, mais c'est tant mieux. Et donc Philippe nous réunit et il nous dit, c'est pas sans risque, mais j'aimerais que nous passions du jour au lendemain tout le domaine en bio. Alors quand on dit passer en bio, il faut les années de conversion pour être certifié, mais du jour au lendemain, c'est courageux. On est d'accord. Il dit, c'est pas, voilà, on risque de perdre de la récolte, et on en a perdu. On risque d'avoir moins de rendement, et on a eu moins de rendement. Mais on a suivi, et voilà.
voilà, et donc la maison a été certifiée. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas clamée, c'était même mal vu au début. À Chablis, on a été dénoncé parce que les voisins disaient mais à cause des Drouins, on va avoir beaucoup de maladies dans nos vignes. Ils traitent plus. Enfin, alors c'est pas qu'on traite plus, hein, on utilise quand même. D'ailleurs, hélas, toujours du cuivre et du soufre, mais plus de produits de synthèse. C'est ça. Alors les choses ont beaucoup changé maintenant et il y a heureusement beaucoup plus de personnes qui sont en bio. Alors on est même passé en biodynamie. Il est passé en biodynamie au milieu des années 90. Donc le domaine, donc tous les vins de la maison Drouin, 100% des vins de la maison Drouin du domaine, donc les 100 hectares sont en biodynamie, de Chablis jusqu'à maintenant Mâcon, puisqu'on vient de faire une acquisition à Saint-Véran. C'est ça. Ouais. Voilà. Comment se répartit dans votre famille le rôle de la fratrie, justement Comment est-ce que vous vous organisez ? Vous êtes l'œnologue, et les autres, qu'est-ce qu'ils font alors, c'est vrai que Philippe et moi, on est un peu plus les techniciens, c'est-à-dire qu'on est plus voilà, les pieds dans la vigne et dans la cave. Ça s'est fait naturellement. Alors, moi, j'avoue que je ne pensais pas rentrer à la maison parce que j'ai 3 frères, mon père, et puis quand j'étais petite, il y avait des hommes autour de moi. Alors, ma mère qui était excellente cuisinière et qui recevait, mais elle n'avait pas vraiment un rôle, on va dire, physique dans l'entreprise. Donc, j'imaginais pas faire ce métier. Et puis, en 1972, j'ai 10 ans. Mon père a besoin d'aide, la maison grossit, il crée un petit labo. Et là, il embauche une toute jeune femme qui était laborantine et qui se trouvait être la fille d'un producteur de pommards. Et elle déguste un peu avec lui. Et il lui dit, mais vous goûtez très bien, Laurence. Vous devriez suivre des cours d'œnologie. Alors, contre en fait l'avis de ses parents, elle va à Dijon, suit des cours d'œnologie. Donc, elle a été une de toutes premières femmes œnologues. C'est ça. Voilà. Et moi, ça a été vraiment une inspiration. D'abord, c'est une femme merveilleuse qui est restée avec nous toute sa carrière. Et j'ai vous lui donnez son nom, parce que vous dites Laurence. Mais Laurence Jobard, Jobard, qui est très connue et qui a vraiment qui m'a encouragée et qui m'a dit, Véronique, si tu fais ça, vas-y, fonce. Enfin, donc voilà, pour moi, ça a été un petit peu le... C'est inspirant d'avoir une femme comme ça. Ça l'a été, oui. Franchement, pour moi, ça l'a été. Et puis alors, mon père m'a quand même beaucoup encouragée. Mais c'est vrai que à l'origine, j'imaginais pas trop rejoindre la maison familiale. Et mes 2 autres frères, en fait, ça s'est un peu fait naturellement. On avait besoin d'un ambassadeur. Le marché américain est important pour la maison. Et mon frère Laurent, qui est le numéro 3, a dit, mais moi, je suis partant. Donc, il a embarqué femme et enfant, qui était très jeune à l'époque. Et lui, il vit aux États-Unis. Et lui vit aux États-Unis. Et donc, Laurent... Alors, on prend tous de l'âge. On n'est plus les petits jeunes qui sont arrivés. Et il commence à me dire, j'en ai un peu assez de jamais dormir de nuit dans le même lit, ce que je comprends, parce que lui passe beaucoup de temps sur les marchés, rencontrer nos distributeurs. Il est vraiment le brand ambassador. Il est le brand ambassador, voilà. Et donc lui, il rencontre les clients. Alors, heureusement, il adore jouer au golf, donc ça tombe bien. Mais Philippe est très différent, Philippe et Laurent. Philippe, c'est le sérieux, c'est un peu l'homme des chiffres, c'est l'homme des vignes aussi. Et c'est le gars qui aime pas trop sortir, qui aime pas trop faire la fête. Et Laurent, c'est un peu le contraire. Lui dit non, mais moi les banquiers, non, c'est pas mon truc. Et par contre, aller parler du vin. Donc il fait ça très bien. Et puis Frédéric, le plus jeune, c'est parce qu'il fait quand même. C'est pas qu'il y avait besoin, mais enfin il a dit moi je veux bien diriger la maison parce que c'est quand même du boulot. Hein. C'est des responsabilités. Alors c'est un peu une direction collégiale, mais il y a quand même un patron et c'est lui. Et il a marqué le coup là il y a quelques semaines parce que c'est lui qui a annoncé que vous baissiez les prix de 15%. Oui, alors il me dit, il a été annoncé 15%, et c'est vrai, alors il dit, c'est de 5 à 15% pour être tout à fait juste, parce que certaines appellations ne baissent que de 5%. De village, oui, effectivement. Voilà, ça dépend en fait du niveau de l'appellation, mais globalement, oui, il voulait vraiment marquer le coup et annoncer, c'est vrai qu'un peu comme à Bordeaux, malheureusement, ça s'est fait pour plusieurs raisons, ces prix qui sont devenus délirants, on a eu une grosse demande. La Bourgogne reste petite. La production est de plus en plus réduite parce que les vignes produisent moins, parce qu'on a des événements météo qui malheureusement, nous enlèvent beaucoup de récoltes. 2021 a été un choc. On a gelé beaucoup sur les blancs. Pour vous donner un exemple, pour les chiffres vont parler, sur le Clos des Mouches, on fait en 2021 4 hectares. Donc c'est vraiment une toute petite production. Donc malheureusement, les prix explosent. Moins d'un dixième de la production habituelle. C'est ça, c'est moins d'un dixième. Donc hélas, les prix explosent. Et voilà, alors derrière 2022 et 2023, c'est de belles récoltes. Là, il y a du vin. Et donc ça donne un peu une respiration. Et on s'est dit, mais il faut redevenir raisonnable. Donc, mais ça n'a pas été très bien vu forcément par la profession.
Ce qui est dommage, parce que c'est quand même un signal. Alors, il ne faut pas... Alors que les maisons... En fait, on entend beaucoup, effectivement, que la Bourgogne, les prix montent et les prix explosent. C'est surtout des producteurs, des vignerons, des domaines individuels, mais les maisons de négoce restent globalement beaucoup plus raisonnables dans leurs prix en plus. Parce que vous avez une clientèle, vous avez des volumes à fournir tous les ans, et vous ne pouvez pas faire le yo-yo avec des vins qui augmentent de 50% ou 100% chaque année. Et c'est ça qui est étonnant. Oui, la sanction, elle est immédiate. En fait, on le voit tout de suite. On est obligé de suivre quand même l'inflation. On en parlait avec Véronique. Les fûts deviennent très chers, les bouteilles sont devenues très chères, les bouchons, enfin tout a pris. Donc on est quand même obligé de répercuter un petit peu les salaires. Et enfin voilà, donc on va dire d'une manière un petit peu normale, on est obligé de monter. Mais les marchés réagissent très très vite à certaines hausses de prix, même très sensibles. Il y a des marchés comme le Canada, la Belgique. Vraiment, la sanction, elle est immédiate. Donc, et alors, il y a un autre phénomène aussi, c'est que les maisons de négoce vivent aussi, justement, de leur domaine, heureusement, mais d'achat de raisins. C'est ça. Donc, on va acheter à certains vignerons qui vont peut-être nous vendre la moitié de leur récolte, garder l'autre moitié. Mais finalement, au final, leur prix de vente sera le même que celui auquel ils nous vendent leurs raisins. Enfin, donc, le prix de vente de la bouteille. Oui, donc nous, soit on fait zéro marge, mais c'est pas viable, soit du coup, on est obligé d'être un petit peu plus cher. Donc, en fait, c'est un peu compliqué. Ça a été un petit peu compliqué, oui. Ouais. Alors, votre père, il a une autre, on le voit à travers les photos qui passent, il a une autre vision, mais alors pas du tout en Bourgogne. En 87, il a l'idée d'acheter en Oregon, côte ouest des États-Unis, au nord de la Californie, un champ de céréales. En gros. Oui, ça a été une aventure. Ça a été une aventure, tout court. Parce que là, vous avez été partie prenante dès le départ. Dès le départ. En fait, en étudiant l'œnologie, on doit faire des stages. Et mon premier stage, d'ailleurs, est à Bordeaux. Et ça a été c'est en 2004. Voilà, donc j'étais dans la région des Graves. 84. 1984, voilà. Oui. Je sais que vous êtes jeune. Oui, non, pardon. Et puis après, c'est vrai qu'on apprend pas mal de choses à l'université, mais on en apprend beaucoup plus sur le terrain. Et mon père était très ami avec Robert Mondavi, un Américain qui a fait beaucoup pour le monde du vin aux États-Unis, en Californie. Et je dis à mon père, j'irais bien faire un stage chez Robert. Et mon père me dit, je suis sûr qu'il te prendrait, mais je serais toi, j'irai en Oregon. Et là, je le regarde, je lui dis, mais pourquoi j'irai en Oregon? D'abord, je lui dis, c'est où? Et il me dit, j'y suis allé, c'est au-dessus de la Californie, c'est sous l'État de Washington, donc c'est la côte ouest. Et j'y suis allée parler de nos vins de Bourgogne, mais on m'a fait déguster des pinots noirs et j'ai été bluffée. Alors, il dit techniquement, pas toujours parfait, mais potentiellement excellent. Donc, je débarque ça c'est 86, en Oregon, je travaille avec trois de ces familles pionnières. Dans des wineries qui ont des toutes petites wineries. La winery, elle est sous le salon, sous la salle à manger, ou juste à côté. Ah oui, c'est tout petit. Et on devient très amis. Et eux se disent, c'était pas idiot, mais si une famille bourguignonne un petit peu connue s'intéressait à l'Oregon, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a quand même déjà quelques Bordelais ou Champenois qui vont en Californie. Ah, mais c'est ça. Ils se sont dit, ça amènerait un peu de crédibilité ou d'intérêt. Pour rappeler un petit peu le contexte, un petit peu avant, les Rothschild et Mondavi vont créer Opus One dans la Napa. Il y a, c'est la grande joint venture qui est faite avec beaucoup de succès. Les Bordelais sont déjà présents, les Champenois, Roederer est déjà présent. Roederer est présent, Chandon, Chandon avec Moët & Chandon, ouais. Voilà. Et puis Christian Moueix arrive peu de temps après, créer avec Dominus, exactement. Donc voilà, c'est une région et elle le mérite et ils vont là-bas parce que le climat et les cépages correspondent à l'expertise qu'ils ont. Et c'est vrai que nous, on est quand même bourguignons sur du pinot noir et du chardonnay. Et la Californie est un peu moins adaptée à ces deux cépages, surtout le pinot noir. Et du coup, mon père dit aux amis orégoniens, mais moi, ça m'intéresserait beaucoup et j'y crois, votre région. Mais honnêtement, je ne peux pas être au four et au moulin. Vous vendangez quasiment en même temps que nous.
Donc merci beaucoup de l'offre, mais non merci. Et en fait, se passe une année et en 87, un terrain magnifique est à vendre en haut d'une colline avec une vue splendide. Et il me dit, écoute, on y va. Donc il rappelle mon père en disant, Robert, faut venir voir, c'est vraiment très beau. Donc on y va. Et là, il me regarde, il me dit, écoute, on devrait essayer. Le terrain coûtait pas cher du tout. Et donc on achète. Et là, il me dit, l'année prochaine, on fait du vin. Alors je lui dis, on va faire du vin, on n'a pas de cuverie, pas de vigne, pas de matériel et pas d'œnologue. Alors il me dit, si tu es d'accord de t'en occuper, ça serait super. Et puis on va se débrouiller, on va acheter des raisins, on va envoyer du matériel, on va louer un bâtiment. Et c'est ce qu'on a fait. Donc 88, on vinifie 100 pièces de pinot noir. Et on est très contents. 100 pièces, c'est 100 barriques. 100 barriques. On est très contents, mais on s'est dit, est-ce qu'on est objectif ou pas? Donc on ramène des échantillons en Bourgogne, on fait goûter ça aux amis bourguignons en leur disant, ne soyez pas trop polis, mais soyez honnêtes. Et ils goûtent les vins en disant, vous êtes complètement fous, parce que personne n'achètera jamais des pinots noirs de l'Oregon, mais c'est très bon. Donc ça nous a quand même encouragés. Et là, on a construit la cuverie, on a vu une photo. On a vu le plan là. Voilà, qui est une jolie cuverie. On a pu un petit peu le rêve d'un bourguignon, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, c'est une cuverie qui est construite en gravité. Je pense que ça a été la première cuverie gravitaire aux États-Unis, où le travail est assez logique. On arrive les raisins, on passe en cuve, ensuite en cave, et puis en mise en bouteille. Et voilà. Et bon, ça a été quand même une aventure, parce que effectivement, je pense que la partie la plus passionnante pour mon père et mon frère, ça a été de planter, parce qu'on part d'une page blanche et on n'a pas les contraintes qu'on a en France ou en Europe. On plante ce qu'on veut, comme on veut, les rendements qu'on veut, la taille qu'on veut. Et donc là, il fallait réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Comment on plante? Qu'est-ce qu'on plante? Donc ça a été vraiment beaucoup de réflexions passionnantes. Alors ça s'est fait petit à petit. Et puis, moi, j'aime à dire que je trouve qu'on a un petit peu vécu ce qu'ont vécu les moines. Alors ça va un peu plus vite, parce qu'on écrit, on fait des essais, mais c'est eux qui ont quand même dessiné les contours de ce que sont aujourd'hui nos climats bourguignons. C'est ça. En faire du vin, refaire du vin, et se dire celui-là, il est toujours différent de celui-là. Millésime après millésime, on lui donne un nom différent, ce qui a créé nos 1247 climats. Alors on n'en est pas là. Mais quand même, sur ce terroir de l'Oregon, maintenant j'ai 50 hectares sur cette propriété, j'ai mes petites chouchoutes, j'ai mes parcelles qui font tout le temps meilleures que d'autres. Est-ce que ça devient des cuvées particulières? Alors ça devient des cuvées particulières, dont une cuvée qui s'appelle Louise. Le paysage est magnifique, là, on le voit. Oui, voilà, ça c'est la cuverie. Et c'est vrai que c'est très beau. En fait, la cuverie sur une colline, et elle domine. L'Oregon, c'est un État qui est très grand, mais qui ressemble quand même un petit peu à la Côte d'Or. Le vignoble regarde vers l'est. Vers l'est, oui. Et en face, en Bourgogne, on a le Jura et on voit même le Mont Blanc, on voit un petit peu les Alpes par beau temps. Là-bas, on voit c'est la suite des montagnes rocheuses. Donc, on a une série de très beaux volcans, dont le fameux mont Hood, qui est pas très loin du Sainte-Hélène. Alors, le Sainte-Hélène, il est déjà dans l'État de Washington, mais vraiment à la frontière avec l'Oregon. Le fameux Sainte-Hélène qui, en 1980 ou 81, avait été rentré en énorme éruption. On n'est pas à l'abri. D'ailleurs, c'est une chaîne qui est toujours assez active. Et donc, c'est vrai qu'on a une vue sur cette chaîne volcanique. Ce qui me fait dire aussi que sur l'Oregon, ce qui est quand même, c'est une question qu'on me pose souvent, en fait, il y a quelque chose de très, très différent de la Bourgogne, c'est le sol. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. C'est quelle identité on donne à ce pinot noir, qui est quand même l'emblème de la Bourgogne. C'est le cépage bourguignon par excellence. Quand on arrive en Oregon, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de reproduire un vin de Bourgogne, ou on a envie de lui donner autre chose? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'œnologue, de la jeune œnologue qui va vinifier pour la première fois? Vraiment, la chose qui se passe, c'est il donne quoi ces terroirs? Enfin, puisque nous, on est vraiment dans une viticulture de terroir, c'est ce qu'on doit faire en Bourgogne. Donc c'est un sol complètement différent. Mais oui, voilà, donc sol on est volcanique. sur ces sols volcaniques qui sont du basalte, c'est du basalte acide en plus. Acide, voilà, c'est des sols rouges, c'est du basalte. Et on s'est dit, mais en fait, ce pinot noir, qu'est-ce qu'il va exprimer de ce sol? Alors on avait une petite idée parce qu'on avait quand même dégusté des vins. Le premier jour où arrivent des raisins qu'on avait achetés à quelques vignerons qui ont eu la gentillesse de nous en vendre, parce qu'il y avait quand même très peu de vignes, mon père me dit, il faut qu'on célèbre ce moment. C'est vrai que c'était quand même un grand moment. Il y avait mes parents, il y avait 2 cousins germains et c'est tout, et mon frère. Non, même pas, il n'était pas là la première année.
Et il prend une bouteille de Chambol-Musigny premier cru, qui est un vin qu'on adore, et c'est un village qu'on aime beaucoup dans la famille, qui reflète un peu le style des vins qu'on aime faire. Et il me dit, on ne va pas reproduire ce vin, parce que c'est un pinot noir bourguignon qui pousse sur ces terres argilo-calcaires, mais il faut qu'on s'inspire du style de ce vin, très élégant, très raffiné. Et ça ne m'a jamais vraiment quitté, ça. C'est vraiment resté. Et ça a toujours piloté un petit peu la manière d'aborder les vinifications. On évite le boisage voilà, excessif on évite la à la californienne, à l'américaine. Mais parce qu'en fait, le pinot noir, c'est quand même un cépage assez délicat. Et il faut arriver à en extraire suffisamment de choses. Et parfois, ça vient facilement, parfois pas. Et le problème, si on bascule dans trop d'extraction, ça va faire un vin structuré, éventuellement coloré, mais qui n'aura plus de finesse. Et surtout, on ne pourra plus trop dire d'où il vient, quel est son terroir. Donc, il faut vraiment arriver à travailler ce raisin de manière à ce qu'il exprime toutes les qualités de son sous-sol. Et en cela, je dois dire que le réchauffement climatique nous a quand même aidé en Bourgogne. On pourra parler du climat peut-être après. Mais donc, l'Oregon, en fait, ses premiers millésimes, on a ces raisins qui sont très beaux. Il faut reconnaître que faire du vin là-bas est un petit peu plus facile en Bourgogne parce qu'on n'a, par exemple, pas de mildiou. C'est ça. Alors, on peut avoir de l'oïdium. Il n'y avait pas de phylloxéra à l'origine, maintenant il y en a. Mais les plants sont greffés, donc ça, c'est pas vraiment un problème. La grêle et le gel, j'ai un peu connu de gel, mais très peu. Donc c'est quand même plus simple. Donc c'est vraiment l'idée de faire des bons vins. Et puis on a une climatologie océanique. Et on a une climatologie océanique. Parce que le Pacifique est un refroidisseur là-bas. Oui, parce qu'on est à 1 heure de l'océan Pacifique. Donc c'est vrai qu'il tempère. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas de ces événements climatiques violents qu'on peut subir partout en France. Oui. Et contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est un climat plus frais finalement. C'est pas un climat très chaud en fait. Donc, c'est tout à fait adapté. Climat très chaud. Alors, la climatologie, en fait, on se dit, ressemble un peu à la Bourgogne. Quand même pas tout à fait, parce que la Bourgogne, on a un petit peu de pluie toute l'année, même l'été. Enfin, un peu moins ces dernières années, mais normalement. Alors que l'Oregon, il fait vraiment sec on va dire, de juin à fin octobre. C'est un peu l'été indien. Alors, ça peut être un problème pour la vigne, mais l'irrigation est autorisée, ce qu'on essaye de peu faire. Donc, mon frère n'est pas trop partisan de l'irrigation. Sauf quand les vignes viennent d'être plantées. Parce qu'il a essayé de ne pas le faire, on a perdu la moitié des plants, ils sont morts de soif. Oui, ça, il faut les suivre. Oui. Mais il faut quand même que la vigne... Alors, à partir du moment où elle produit, là, il va irriguer si elle est en gros stress, mais sinon, il va obliger la vigne. Et la vigne, elle va trouver de l'eau. En fait, il y a de l'eau, mais c'est des sols drainants quand même. Assez drainants, mais la vigne peut plonger pour aller chercher de l'eau, et de l'eau, il y en a. D'ailleurs, nous, la cuverie vit sur un puits, parce qu'on n'est pas raccordé à un réseau, ce qui, j'espère, ne sera jamais un problème. Et l'eau est... d'excellente qualité. Je me suis toujours dit que si on faisait du whisky, il serait délicieux parce que la qualité de l'eau compte beaucoup pour le whisky, je crois. Ah oui, c'est ça. Et comment vous gérez aujourd'hui le fait d'être à la fois vinifié l'Oregon et la Bourgogne, sachant qu'à peu près c'est la même période de vendange? Comment ça se passe? Alors c'est presque la même période. Parfois c'est même pratiquement en même temps, mais souvent on a quand même 2 à 3 semaines de décalage. La Bourgogne commençant un peu plus tôt. Oui. On a vu, maintenant, la Bourgogne, on est quasiment 4 semaines, plutôt que, j'allais dire, quand j'étais jeune. Alors, je ne suis plus si jeune, mais c'est quand même 4 semaines. Oui, nous, c'était toujours début octobre. Maintenant, c'est quasiment toujours début septembre. L'Oregon, on est plutôt autour du 20-21 septembre. C'est ça, c'est beaucoup plus tard. En moyenne. Ouais. C'est un tout petit peu... Donc, en Bourgogne, je peux démarrer les vendanges, mais... Et à Chablis, alors, ça démarre quand? Et à Chablis, ça démarre, voire fin août. Fin août, oui. Fin août, début septembre, si on veut vendanger. Et ça vous fait peur, le réchauffement climatique? Alors, au-delà du dérèglement, on ne parle pas du gel et de la grêle qui deviennent récurrents et qui posent vraiment problème à la Bourgogne, parce que en termes de rendement et de rentabilité des entreprises. Mais le réchauffement climatique en lui-même, sachant que le pinot noir a cette particularité, d'abord, on est sur une viticulture de monocépage, et le pinot noir est vraiment un traceur de sol, de terroir. Quand c'est bien vinifié, on a une identification des sols sur lesquels il pousse qui est très précise. Et quand il y a le réchauffement climatique, alors là, on a le bénéfice du réchauffement climatique, c'est-à-dire c'est juste suffisant pour qu'on ramasse des raisins bien mûrs. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Est-ce que ça, c'est une question qui vous turlupine avec votre frère à la vigne? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une question qui nous turlupine énormément, et pas que nous. De toute l'interprofession, tous les vignerons, on se pose beaucoup de questions. On est très concernés, il faut qu'on s'en occupe.
Et les réponses, on ne les a pas encore. Est-ce qu'on fera encore du pinot dans 10 ans? Je pense que oui, mais dans 20 ans, 30 ans, ça va assez vite. La question, elle est là, voilà, c'est ça. Pour l'instant, en fait, ce que je disais, c'est que le réchauffement climatique a plutôt fait qu'on fait la Bourgogne, mais je dirais à Bordeaux, c'est pareil, rarement fait des vins aussi bons, d'une manière aussi récurrente. C'est-à-dire tous les ans, on fait des grands vins. Le problème, c'est qu'on en fait moins, parce qu'on a des récoltes qui sont abîmées par de la grêle, du gel, des maladies. Donc ça, c'est un problème. Et on voit quand même, donc on n'a pas le droit d'irriguer en France, et en tout cas en Bourgogne, à Bordeaux, c'est interdit. Donc on voit quand même des vignes qui souffrent un peu plus. Est-ce qu'elles vont s'adapter? Oui, d'une certaine manière, on le voit quand même. Les vignes ont une résilience extraordinaire, mais jusqu'à quel point? Et on dit souvent il faut que tout change pour que rien ne change. Donc on doit changer, nous, nos pratiques. On a cette réglementation très contraignante, 10 000 pieds hectares. Est-ce que c'est une bonne idée de rester à 10 000 pieds hectares? Sans doute pas. Le système de taille devra évoluer. Alors tout ça est déjà en étude. Un sujet dont on parle peu, les porte-greffes. La France a une dizaine de porte-greffes, c'est rien. C'est trop faible. C'est très peu, mais ça prend 50 ans. Donc on s'en occupe. Il y a des observatoires qui sont créés un petit peu partout, donc on s'en occupe. Mais faut-il essayer des nouveaux cépages? Pourquoi pas? C'est déjà un peu à l'essai. Il y a des cépages résistants qui sont étudiés. Et c'est vrai que pour la Bourgogne, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est trouver un transmetteur. Alors, il s'appelle Pinot Noir et Chardonnay pour l'instant. Est-ce que ça sera toujours ça? Est-ce qu'il ne faut pas se dire, tant pis, dans 30 ans, ça ne sera plus du Pinot, ça sera peut-être un autre cépage, mais qui va nous transmettre quand même ses caractéristiques. Est-ce que vous faites des sélections massales, c'est-à-dire aller chercher sur des vieux cépages un Pinot Noir un peu moins précoce ou un peu plus tardif qui... le reproduire permettrait d'avoir des vignes un peu plus... Oui. Ça, c'est beaucoup fait. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça a été amorcé il y a déjà longtemps par un petit groupe de vignerons dont Aubert avait d'ailleurs pris le lead. Et il y a, je ne sais plus maintenant, 80, je crois, domaines qui sont adhérents. Et là, chacun va dans les vieilles parcelles. Il y a effectivement des sélections qui sont faites sur plusieurs années pour faire des sélections massales de ce qu'on appelle, nous, des pinots fins, des pinots très fins. Et mon père nous dit, nous, on a passé notre vie à sélectionner des clones, surtout de Chardonnay, qui mûrissaient un peu plus tôt. Un peu plus tôt, voilà. Et du coup, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'ils gèlent, parce que du coup, ils débourrent plus tôt, donc ils gèlent. Donc maintenant, il faut trouver l'inverse. Et maintenant, notre génération va en fait un peu passer sa génération à faire le contraire. Donc voilà, ça change. Hein. Il nous dit, moi, je suis passé du cheval au tracteur, vous revenez au cheval. Et c'est vrai. Mais c'est un peu ça. Mais ce qu'on ne voit pas toujours, c'est-à-dire qu'en Bourgogne, il y a beaucoup de petites propriétés en surface. Les maisons de négoce ont quand même un rôle moteur, notamment d'innovation. Et on ne le dit pas toujours. Vous, la maison de Drouhin, vous expérimentez, vous financez des études. Comment ça se passe? Et vous n'êtes pas les seuls à le faire, mais c'est une facette aussi on va dire du métier de négociant en Bourgogne, éleveur et propriétaire de vignes. Oui, c'est vrai qu'on est quand même assez défricheur. Par contre, au niveau des financements, on n'a quand même pas des gros moyens. Il y a des structures qui ont plus de moyens. On n'a quand même pas des labos de recherche et développement. Par contre, on a une interprofession qui est très dynamique, qui est très active et qui, heureusement, maintenant travaille avec les autres interprofessions. Et vous avez à Bordeaux... alors, tout ce qu'il faut, j'allais dire même, vous êtes le chef de file de cette recherche. Et c'est formidable parce que le BIVB Bourguignon, la partie technique, travaille avec celle de Bordeaux. Oui, mais voilà. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Et du coup, il y a des recherches qui sont faites un peu partout. Il y a des observatoires de qualité qui sont développés dans les régions. Et c'est plus par ça que ça passe. Alors, on donne de notre temps. Moi, je suis dans une commission et parfois je râle en me disant encore tout l'après-midi et ça revient souvent. Mais voilà, après, vous avez vos voisins champenois aussi, il y a CIVC qui met, c'est des grosses maisons et qui financent énormément de recherche. Oui, beaucoup plus. Je ne sais plus, mais je crois qu'ils utilisent les mêmes cépages que vous en plus. Et qui utilisent les mêmes cépages. Donc on a beaucoup intérêt à travailler ensemble. Mais c'est vrai que les ressources ne sont pas toujours les mêmes. Mais tout le monde a cette volonté. Donc c'est pas trop chacun dans son coin, mais c'est assez collectif et je trouve ça très bien. Et quand on est dans une famille de négociants, est-ce que c'est plus facile d'être travailler avec ses frères et sœurs, ou enfin ses frères pour vous,
Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'être en famille? Bah, il y a beaucoup d'avantages parce qu'on s'entend bien, donc on a la chance d'être une. Vraiment, on s'entend bien. Et puis, c'est quand même beaucoup de travail. Et je m'imagine, moi, si j'étais seule à devoir diriger la maison, je le vois Les déjà. épaules seraient... Déjà, je vois mon quart, c'est beaucoup de boulot. Et du coup, puis parfois des décisions difficiles à prendre, donc c'est quand même sympa d'être à 4 pour le décider, La voire 5, collégialité parce est que très mon forte. père qui a 90 ans est toujours, j'allais dire mauvais pied, mais bon œil, il marche pas très bien, mais la tête va très bien. Donc il aime bien donner il vous encore. suit de En près. fait, c'est toute sa vie, donc lui, il aime savoir ce qui se passe. Et il habite toujours dans Beaune. Il habite toujours dans Beaune, voilà, donc il s'intéresse toujours beaucoup à ce qui se passe, et c'est super. Et puis c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quand même précieux, et de cette génération, il y a plus grand monde. Donc il faut voir ça aussi comme un... Bon, des fois, il nous embête en disant: je t'ai posé une question, j'ai pas la réponse. Ok, mais bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance quand même d'avoir cette Et c'est une expérience-là. mémoire pour vous? Ah oui, bien sûr, c'est une mémoire. On essaye de le faire parler. Et même des fois, je me dis, il faut que je pense aux questions qu'il faut que je lui pose. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance de grandir dans Beaune et on a énormément échangé et partagé. Les inconvénients, en fait, j'en vois pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on se voit quand même beaucoup et souvent. Et moi, ce qui a été difficile, en fait, moi, dans ma vie professionnelle et familiale, c'est l'Oregon. Tout a été formidable, mais l'aventure est dingue, parce que quand même, démarrer... Mais c'était par rapport aux enfants, parce que j'ai toujours été basée en Bourgogne, et du coup, c'est moi qui fais les voyages. Mais quand je partais, c'était quand même longtemps. Alors, ils sont cool, parce qu'ils ne sont jamais pleins. Donc, des enfants Parce que vous très partez gentils. combien? 6 semaines, c'est ça? Non, quand ils étaient petits, j'essayais de partir que 3 semaines, mais c'est quand même beaucoup quand les enfants sont tout petits. Et puis après, oui, maintenant c'est 6 semaines. Mais après, ils étaient sûrement un peu contents aussi, mais ça a été pour moi un petit peu le côté plus difficile. Mais sinon, non, franchement, travailler en famille, c'est... Bon, des fois, on n'est pas d'accord, mais pas si souvent. Et le fait d'avoir un pied sur chaque continent, est-ce que ça vous donne à comprendre ou à voir la Bourgogne autrement? Est-ce que vous auriez le même regard sur la Bourgogne si vous n'aviez pas vinifié en Oregon? Oui, c'est une super question. Je ne me suis pas trop souvent demandé si j'avais pas fait l'Oregon, quel serait mon regard sur la Bourgogne. Alors, je pense qu'on a beaucoup appris quand même à vinifier là-bas. Enfin, vinifier, à cultiver surtout la vigne, parce que la vinification, elle n'est pas très différente de ce qu'on fait en Bourgogne. Et est-ce qu'il y a eu des échanges des deux côtés? Je dirais que oui, un peu en viticulture. Il y a eu des choses qu'on a découvertes là-bas, qu'on a après appliquées en Bourgogne. Par contre, c'est plus l'inspiration bourguignonne qui m'a aidée en Oregon, où on est encore beaucoup à parler de chiffres, de pH, d'alcool, d'acidité. Et moi, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça. J'avoue un peu aussi influencée par mon père qui m'a dit: mais un peu, vous les œnologues, vous mettez toujours dans une boîte, il ne faut pas que le pH monte trop haut, parce que si... Et c'est vrai qu'on voit des Avez-vous le évolutions. sentiment d'être plus instinctif dans votre Un vinification? peu, oui. Oui, vraiment. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup le bon sens, c'est déguster 2 fois par jour toutes les cuves, et puis de les piloter un peu au ressenti. Et je trouve, c'est pareil en Bourgogne, hein, mais on regarde quand même les analyses, ça c'est sûr, mais je me souviens toujours mon père qui un jour m'a dit: écoute, en 59, il n'y a plus beaucoup de monde qui peut... On a vinifié c'est une très belle année en Bourgogne, assez généreuse, il a fait chaud, et il dit: notre Romanée Saint-Vivant avait un pH de 4. C'est beaucoup pour un vin. Bon, ils l'ont mis en bouteille comme ça, et il m'a dit: tu l'as dégusté? Oui. Et le vin est sublime. Donc il a dit: te stresse pas trop. Et ça m'a beaucoup déstressé là-bas, parce qu'on a des sols acides, mais des pH qui étaient quand même assez élevés. Assez élevé, oui. Ah oui. Et du coup, bon, donc on avait l'équilibre acide qu'on apprend à l'école, qui était pas en équilibre. Donc on a le droit de corriger. Donc on se disait: on va remettre un petit peu d'acide tartrique. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça marchait pas bien de faire ça. Ça asséchait les vins, ça déséquilibrait les vins. Donc voilà. Finalement, les vins ont un pH un peu élevé et ça puis marche très bien. Et puis ça se passe bien. Après, il faut quand même surveiller, parce que c'est vrai que ces pH qui ont tendance un peu à être plus hauts qu'auparavant, on peut avoir des déviations qui sont embêtantes. Donc il faut quand même s'en occuper. Au niveau hygiène, voilà, du vin. Au niveau hygiène, au niveau des développements bactériens, enfin, voilà, il faut quand même surveiller. Mais voilà, si on... Et quand vous vous baladez en Bourgogne, parce qu'on voit des photos,
Ça, c'est le Clos des Mouches. Là, on voit le Clos des Mouches. Ouais. On voyait la colline de Corton, tout à fait, tout à l'heure, et ça. Ouais. Il y a des parcelles que vous aimez arpenter, en dehors du Clos des Mouches, parce que c'est vraiment la parcelle mythique chez Drouin, mais est-ce qu'il y a des zones que vous aimez, où vous aimez vous poser et regarder? Ah oui, bah, il y en a beaucoup. Puis pendant les vendanges, j'aide Philippe qui ne peut pas être partout. Donc c'est quand même lui qui décide de ce qu'on vendange. Et il y a beaucoup de parcelles à voir. Donc la Bourgogne, on est dans les villages, mais les vignes sont très réparties. Donc je lui donne un coup de main. Alors c'est vrai que le Clos des Mouches, c'est un petit peu l'endroit où on aime tous aller se promener. Mais j'ai la chance d'être propriétaire d'une toute petite parcelle à Vaune-Romanée. Oh. Extraordinaire petite parcelle qui n'est pas très connue, mais qui est très bien placée, j'aime le dire parce que ça fait bien, mais qui est au-dessus des Richebourg de la Romanée-Conti, qui s'appelle les Vaunes-Petitmont. Et j'ai des voisins prestigieux, parce qu'à droite, c'est le Cros Parentou, tout à fait, qui a été rendu célèbre par Henri Jaillet. Oui. Et puis à gauche, c'est les Regnault, qui est un très beau premier cru de Vaune-Romanée. Donc voilà, je suis à peine 100 mètres de la Romanée-Conti. Et cette petite parcelle, pour moi, elle est extraordinaire. Donc, on prend un petit chemin, ce qu'on appelait le chemin du curé, qui est entre les Richebourg et la Romanée-Conti. Voilà, on monte pendant 10 minutes et puis on arrive dans cette parcelle, on récupère son souffle, ça grimpe. Et là, on se retourne et on a sous les yeux vraiment les appellations presque les plus mythiques de la Bourgogne, parce qu'on voit toutes les appellations de Vaune-Romanée avec les appellations de la Romanée-Conti, donc la Tâche, les Richebourg, tout est là, le village. Et puis on regarde sur la gauche, on a les Échezeaux et les Grands Échezeaux, le Clos de Vougeot, et on voit le début des Musigny. Ouais. Donc c'est assez extraordinaire. Et si on porte à l'horizon, on a les peupliers et l'abbaye de Cîteaux dans le fond. Voilà, et s'il fait beau, on voit le Mont Blanc. Et l'abbaye de Cîteaux, effectivement, qui est juste en face. Voilà, à quelques kilomètres. Qui est la première abbaye, on l'oublie souvent, la première abbaye cistercienne du monde. C'est ça. Et Cîteaux, elle s'appelle Cîteaux, et parfois on ne le sait pas, mais ça vient de Cistel, qui voulait dire roseau. Et les moines s'étaient installés dans cette région marécageuse parce qu'ils revenaient à une vie beaucoup plus austère. Donc, ils sont mis dans cette zone de Cistel, de roseau, qui a donné les cisterciens. Le roseau ploie mais ne brise pas, et le moine est la même chose. Il ploie mais ne se brise pas. C'est magnifique. Et voilà, ça c'est mes parents. Ouais, ça c'est une photo qui a été faite il y a 2 ans, je crois. Et c'était sympa parce qu'ils viennent moins à la cuverie, ils peuvent pas se déplacer difficilement. Vous voyez là mon père, comme il est content, verre à la main, de déguster et probablement nous donner des conseils sur. Ça c'est un petit fût parce qu'on a parfois des toutes petites quantités. Donc ça c'est des fûts de 500 litres. On a fait un trou, on met du raisin là-dedans. C'est la cuve de fermentation. Ça macère, voilà, c'est ça. Ça macère là-dedans et du coup c'est une extraction très douce parce que quand il faut piger, on pige pas, on roule le fût, on le couche et puis on le roule. Ça marche bien. Pour le vider c'est un peu plus compliqué. Mais... Et le nettoyer aussi, non? Et non, en fait, nettoyer, ça va, parce qu'il y a une bonde, donc on met une tête pour nettoyer. Non, nettoyage, ça va. Le Karcher. Et puis après, on s'en sert comme on va dire, fût d'élevage. Parce qu'on referme, et puis voilà. Et est-ce que vous auriez aimé vinifier ailleurs? Alors, parce que vous avez été en stage à Bordeaux. Oui, j'ai été en stage à Bordeaux. J'ai eu la chance d'avoir l'aventure de l'Oregon. Si j'avais l'âge que j'avais quand j'ai commencé l'Oregon et du temps, il y a une région, parce que c'est le pinot noir que je sais faire, enfin j'espère savoir à peu près faire. J'aurais adoré essayer la Nouvelle-Zélande, parce que je ne connais pas cette région. J'en ai dégusté souvent des vins, mais ça m'attire. C'est une autre zone de production de pinot noir, oui, de beau pinot noir. Oui, qui m'attire beaucoup. Donc voilà, mais là, peut-être la génération suivante, je ne sais pas. Et est-ce qu'il y a d'autres cépages qui vous attirent? Ah oui, il y en a beaucoup. Alors il y a des cépages, par exemple comme le Nebbiolo, parce que je trouve qu'il est un petit peu. C'est très proche du pinot noir. On se rapproche quand même un petit peu. Oui, il y a. Alors c'est marrant parce que moi j'aime beaucoup le Sauvignon blanc. Et il y en a pas beaucoup. Enfin en Bourgogne il y en a quelques-uns, mais c'est marrant parce que c'est un cépage que moi j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas très loin de Sancerre, donc. On n'est pas loin de Sancerre, et en fait en Bourgogne, alors nous on n'en fait pas, mais ça c'est une bonne question dans un quiz. La Bourgogne fait-elle du Sauvignon? Mais la réponse est oui. Sauvignon de Saint-Brie, qui est pas très loin de Chablis. C'est vrai, tout à fait, dans l'Auxerrois. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes la 4e génération. On a vu des photos où il y avait les enfants. Alors, est-ce que parmi les enfants de la fratrie, il y en a qui sont déjà en route ou qui travaillent avec vous
avec les oncles les oncles et la tante. Alors j'aimerais dire oui, et il y a un an, je vous aurais dit mais oui, on est très contents parce qu'on les appelle la G5, nous on est la G4. Donc la G5, ma fille aînée, Lorraine, qui a fait aussi, comme Philippe, en fait, une école de commerce et puis un BTS Vitiono, a fait quelques armes chez LVMH, mais dans la partie plutôt marketing, mais elle allait souvent en Champagne, elle me dit mais j'adore, c'est super, puis j'adore déguster. Donc elle a fait son BTS Vitiono et elle déguste très bien. Lorraine, elle a vraiment un talent. En fait, les enfants goûtent bien parce que depuis tout petit, on les laisse déguster. Ils sont bien élevés. Voilà, ils ont été élevés en apprenant le respect du vin et de l'alcool, mais quand même en dégustant. Et donc elle est venue, elle a travaillé avec nous pendant une année et puis elle a dit je reviendrai peut-être, mais j'ai envie de partir faire autre chose. Et donc voilà, elle est partie, on va dire, assouvir une autre de ses passions qui est l'équitation. Elle est bonne cavalière aussi. Et je trouve que c'est bien parce que c'est ni un devoir ni un dû. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait partie d'une famille qu'on aura un boulot et c'est pas parce qu'on fait partie de la famille qu'on doit travailler. C'est donc, ça aussi voilà. la réussite dans une entreprise familiale, c'est de laisser la génération suivre un peu son cours et ne pas lui mettre la pression pour qu'elle revienne impérativement. C'est super important et plus on y pense, plus c'est important. Et en fait, il y a des modèles de maisons familiales où il n'y a plus de membres de la famille qui sont à la direction, mais qui sont peut-être toujours dans la gouvernance. Et je me dis qu'ils sont 7, la génération suivante. Si aucun des enfants n'est intéressé, c'est pas grave. Il faut que la philosophie, on a des collaborateurs, dont notre directeur technique, Jérôme Forbras, qui est un garçon merveilleux avec lequel j'ai la chance de travailler. Jérôme, quand je pars en Oregon, ça tourne. Hein, il est juste exceptionnel. Donc vous avez des exemples de maisons familiales qui sont très bien pilotées par des collaborateurs compétents. Par contre, je pense important qu'il reste une certaine gouvernance de la famille qui va s'assurer que le style, les valeurs soient là. Et au fond, c'est-à-dire en faire peut-être des bons actionnaires, mais pas forcément salariés. D'accord. Et justement, tout à l'heure, on parlait de l'identité du Pinot Noir en Oregon. Voilà, Jérôme, justement. Ah ben voilà. Et on parlait de l'identité du cépage en Bourgogne, en Oregon, mais qu'est-ce que c'est l'identité d'une maison de négoce? Comment on la transmet d'une génération à l'autre? Qu'est-ce que c'est l'identité de la maison Joseph Drouin? Alors je pense que les bases avaient été posées par Joseph, pas sûr, mais on n'a pas beaucoup de choses décrites sur lui, mais Maurice certainement. Et lui, il a été un des tout premiers à dire, parce que c'était courant d'assembler les vins, on avait ces fameux vins hermitagés qui se faisaient un peu partout pour renforcer la couleur, parce qu'on se disait c'est mieux. Et lui, il a dit c'est une erreur, on est en monocépage, c'est plus compliqué, mais restons-le. Il a été vraiment un des artisans des actions pour interdire au fond les assemblages ou les coupages avec d'autres choses. De cépages extérieurs. Oui, et lui, il a dit, en fait, on a 2 cépages qui s'expriment d'une manière extrêmement élégante et raffinée sur nos terroirs bourguignons et avec ces cépages-là. Donc, nos vins doivent être élégants, raffinés, et le sens du lieu est très important. C'est-à-dire qu'un Chambol-Musigny doit se déguster, doit refléter ce qu'est un Chambol, un Pommard, c'est-à-dire un peu plus structuré, un Gevrey-Chambertin de la Côte de Nuit un peu plus structuré. Donc il a vraiment posé ces bases que mon père a repris. Et moi, depuis que je suis toute petite, j'entends tout le temps parler de finesse. Est-ce que le vin est fin? Est-ce que le vin est élégant? Est-ce que le vin est typique de son terroir? Et j'allais dire, il a rajouté quelques valeurs qui sont très importantes pour mon père. La loyauté, l'intégrité, toujours la recherche d'excellence. Et ça, c'est pour lui très important. Et je pense qu'il nous a inculqué ces valeurs. Et ça se voit dans les vins. Je ne sais pas, j'espère. En tout cas, ce soir, vous avez choisi un vin en particulier à faire goûter au public. Et j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Parce que c'est un Beaune. Et il est alors, c'est pas le Clos des Mouches, mais... Oui, alors on l'appelle un peu le baby mouche. C'est le Côte de Beaune. C'est pas très connu, mais je voulais le partager parce que je voudrais le faire plus connaître. Parce que c'est un vin que personnellement j'aime beaucoup. Alors oui, le Clos des Mouches est très connu. C'est vrai qu'il est parfois un peu rare. Mais ce Côte de Beaune, c'est une appellation qu'on ne peut produire qu'à Beaune. Tout à fait. Alors c'est compliqué la Bourgogne parce qu'on parle de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuit qui forment la Côte d'Or. Et en fait, ce vin qui s'appelle Côte de Beaune, je n'ai pas le droit d'utiliser des raisins ailleurs que Beaune. Et il se trouve qu'à Beaune, on a la chance d'avoir ce Clos des Mouches, il y a quand même 14 hectares, la moitié plantée en Pinot, la moitié plantée en Chardonnay. Oui. Sur ces 14 hectares, ou 2 fois 7 hectares,
on vendange sur une petite semaine les 7 hectares. Donc on va avoir plusieurs cuvées. Parfois, une cuvée, on est très exigeant pour la qualité du Clos des Mouches, qui est un premier cru, pas un grand cru, mais pour nous, plutôt dans la catégorie grand cru. Parfois, une cuvée va peut-être pas être tout à fait du niveau Clos des Mouches. Et donc, on va la déclasser pas à Bourgogne, ce qui serait dans un autre village logique. On a le droit d'utiliser cette appellation Côte de Beaune, qui n'existe pas en Côte de Nuit. Il existe Côte de Nuit village. Tout à fait. Donc, c'est un petit peu une bizarrerie, ce Côte de Beaune. Et donc, l'étiquette ressemble parce que, en blanc, c'est au moins 40% de Clos des Mouches. Et on a racheté quelques parcelles de vignes de l'appellation Côte de Beaune qui sont juste au-dessus du Clos des Mouches. Donc, c'est un vin qui est délicieux, je trouve, en rapport qualité-prix excellent. Et moi, je me veux un petit peu une ambassadrice de cette Bourgogne abordable, parce que on a la chance d'avoir ces grandes appellations, ces grands crus, qui sont devenus rares, qui sont devenus quand même assez chers. Mais il y a aussi cette Bourgogne avec des appellations merveilleuses. Tout à fait. On a acheté un Saint-Romain des vignes, parce que Saint-Romain, en plus avec le réchauffement climatique, fait des vins délicieux. Et voilà, que tout le monde pourra, ou pratiquement tout le monde pourra éprouver et s'offrir. Donc je voulais partager avec vous ce Côte de Beaune. Alors c'est le blanc. Donc voilà, on va goûter ça après. Ce baby mouche blanc. Mais je serai là pour en parler, à ceux qui veulent. Merci infiniment, Véronique. On va passer aux questions dans le public. Alors, il faudrait rallumer un petit peu. Merci à vous. Et donc je suppose qu'il va y avoir des questions. Alors, allons-y, levez le bras. Qui a des... voilà. Alors, attendez, on a un micro cube en mousse qu'il faut s'envoyer à la figure. Petit point technique, parlez bien près du micro. Et voilà. Et vous pouvez faire la passe à la prochaine personne. Non, bougez pas, bougez pas, bougez pas. C'est pas vous qui vous lancez, c'est le micro qu'on lance. Merci beaucoup. Heureusement, c'est mon mari qui a attrapé comme un joueur de rugby. Alors, merci beaucoup, c'était très intéressant. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites vous-même pour essayer d'inspirer d'autres jeunes femmes comme vous avez eu la chance d'être inspirée vous-même? Alors, je ne sais pas si je fais quelque chose pour les inspirer, mais celles qui ont pu me contacter, parce que j'ai quand même été souvent contactée par des jeunes femmes ou des jeunes filles. Œnologues ou techniciennes? Oui, ou qui me disent est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as été bien acceptée dans ce monde qui était quand même assez masculin, enfin surtout en Bourgogne, qui était très masculin. Donc c'est plutôt les encourager en disant en fait, c'est pas un parcours très compliqué. Donc voilà, mais des actions spécifiques, j'en ai pas vraiment, je crois pas en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait quelqu'un qui levait le bras là, non? Allez, des questions. Vous n'avez pas de questions. Je suis sidéré. On a tout dit peut-être. Non, quand même pas. Alors, si, monsieur, voilà. Ah, non, monsieur devant là. Alors, il faut lancer le micro. Retournez-vous, voilà. Je vois qu'il y a des étudiants aussi, donc il y a peut-être des questions d'étudiants sur la Bourgogne. J'ai l'impression que la Bourgogne est exotique pour les Bordelais. Au niveau historique de la famille, j'aimerais savoir ce qui s'est passé, par exemple, par votre arrière-grand-père pendant la guerre de 14 et ensuite pendant l'occupation des Allemands à la Deuxième Guerre. Comment ça s'est passé au niveau familial? Ah oui, merci pour la question. Alors, c'était mon grand-père et mon arrière-grand-père, c'est Joseph. Et on a surtout, en fait, avec Maurice, pas mal d'histoires, mais dont une qui est assez touchante parce qu'à la Première Guerre, il est sur le champ de bataille et il voit un soldat blessé. Il se trouve que ce soldat était allemand, donc un ennemi. Il va le voir et il dit... Ça, c'est Maurice, Première Guerre. Et en fait, il dit, vous devez sauver ce soldat. C'était un homme c'était un humaniste, en fait. C'était juste quelqu'un de gentil, de bien. Et donc, ils ont cru que c'était un guet-apens. Ils ont dit, non, mais je reste vers lui et vous pouvez me tirer dessus s'il se passe quelque chose. Bref, cet homme est sauvé et devient un ami de mon grand-père qui le remercie. Donc, il reste ami. Et puis, malheureusement, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Et mon grand-père aide la résistance
est emprisonné à Fresnes en 1942. Et le maire de Beaune dit, mais ce personnage, on en a besoin de Monsieur Drouin, il nous aide à diriger les hospices de Beaune, il faudrait le libérer. Donc mon grand-père est libéré. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il est en prison que la Romanée Conti, dont il était le distributeur exclusif, est vendue. Donc on a été à 2 doigts d'acheter la Romanée Conti. Chambon. Oui, mais comme il était en prison, qu'il venait d'adopter ses 3 neveux et nièces, et qu'il ne savait pas où allait l'économie et que la maison était toute petite, qu'il avait quand même pas beaucoup de moyens, il refuse, il décline le rachat de la Romanée Conti. Voilà, mais en fait, donc, il recommence ses activités d'aide à la résistance. Et cet Allemand le prévient et lui dit, Maurice, il faut que tu te caches parce que tu vas être arrêté et probablement fusillé. Et là, mon grand-père dit à ma grand-mère, eh bien, s'ils viennent pendant la journée, je suis fichu. Mais s'ils viennent le soir, j'ai une petite chance de me sauver par les caves. Ils habitaient au-dessus des caves et nos caves sont juste à côté des hospices de Beaune. Et coup de chance, en fait, les Allemands viennent, toquent à la porte. Alors, auparavant, il dit à ma grand-mère, officiellement, je vais à Paris pour affaires, officieusement, je vais essayer de me cacher aux hospices. Il était adoré par Sœur Germain, par les hospices, donc il travaillait beaucoup avec elle. Et il dit aux enfants, donc mon père et ses sœurs, je vais partir à Paris pour affaires. Donc les Allemands rentrent. Ma grand-mère dit, mon mari n'est pas là. Ils ne la croient pas. Ils vont réveiller les enfants. Là, ils ont eu un doute. Ils ont dit, les enfants ne vont pas mentir. Entre-temps, mon grand-père est parti par les caves en espérant, parce que le quartier avait été entouré, quadrillé, qu'une des portes, parce qu'il y avait beaucoup d'entrées et de sorties pour ces caves, il n'y aurait pas pensé. Et c'était le cas. Donc, il est sorti par cette porte et il est parti se cacher aux hospices. Ça, c'était le 7 juin 1944. Et Beaune a été libéré le 8 septembre 1944. Donc, il ne savait pas combien de temps il allait devoir se cacher, mais il y est resté 3 mois. Et il a été d'abord éternellement reconnaissant aux hospices de l'avoir caché. Alors, il pouvait continuer discrètement à diriger la maison via la mère supérieure, qui allait tous les jours à l'église Notre-Dame. Et ma grand-mère, qui était pieuse, est devenue très pieuse, parce qu'elle allait tous les jours à l'église. Et comme ça, ils échangeaient des petites notes. Parce qu'elle s'est retrouvée à devoir s'occuper des vins, ce qu'elle ne faisait pas. C'est ça. Voilà. Et donc, ils ont retrouvé, et papa a retrouvé pas mal de petites notes en disant, n'oublie pas de remplir les fûts, n'oublie pas de payer les vignerons, t'occupe pas des mises en bouteille, on fera ça plus tard. Par contre, pense à acheter des fûts pour la récolte qui arrive. Et en remerciement aux hospices, il a, avec l'accord de son épouse, ma grand-mère, Pauline, il a fait une donation importante à l'époque, parce que son domaine était tout petit, mais il a donné 2,7 hectares. Alors ça ne paraît pas beaucoup, mais pour la Bourgogne, c'est beaucoup, et à l'époque, c'était énorme. Il a donné 2,7 hectares de son domaine, donc de quelques Beaunes, 4 premiers crus de Beaune, donc ça c'est 1947, aux hospices de Beaune, en disant cette donation sera effective à mon décès. Il est décédé en 60. Et c'est pour ça qu'il existe une cuvée Maurice Drouin en hommage à Maurice. Il a été nommé cette... Donc c'est une belle histoire. Il y a alors beaucoup de personnes qui viennent visiter nos caves, parce qu'on a la chance d'avoir des jolies caves. Vous avez vu quelques photos qui sont entre le 12e et le 15e siècle. Si votre chemin vous amène en Bourgogne, venez nous voir. Mais une des choses que les gens aiment voir, c'est cette porte par laquelle il s'est sauvé. Alors, si on la regarde, on se dit qu'il faudrait vraiment la refaire parce qu'elle est toute moisie, toute pourrie. Mais elle s'appelle la porte de la liberté. Et du coup, on l'a laissée telle que jusqu'au jour où elle risque de tomber. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Nicolas. Le micro est là. Véronique, est-ce que l'aventure de l'Oregon a aidé la notoriété de Drouin aux États-Unis? Alors ça, j'aime beaucoup la question, parce qu'au départ, quand on a commencé à vendre nos vins d'Oregon, ce qui était quand même pas facile, parce que les gens ne connaissaient pas, ça les intéressait pas plus que ça, donc on servait nos vins de Bourgogne. Alors la Bourgogne était évidemment assez connue, on disait « Ah, mais vous faites aussi du vin en Oregon ?» Donc la réponse est oui, et ça a aidé à plusieurs titres. Ça a aidé parce que la maison était connue, du coup les gens se sont dit oui, on va déguster. Puis en plus, c'était aux États-Unis, ils étaient assez fiers que des Bourguignons viennent faire du vin chez eux. Je pense qu'il a aidé aussi, c'est que Drouin vendait du vin depuis longtemps sur le marché américain, puisque Maurice avait commencé à vendre du vin à l'époque où il était en liaison avec les militaires, dont MacArthur. Et donc on avait un réseau de distribution qui était établi. Donc on avait un nom un peu connu, une distribution, ça prend du temps à construire.
Et puis, on a eu, dès le départ, une presse qui a été très favorable, enfin très gentille, avec ces vins. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quelques années plus tard, c'était le contraire. Je me trouvais dans des dégustations où là, les vins d'Oregon étaient connus, puis parfois, il y avait un vin de Bourgogne. Ah, mais vous faites aussi du vin en Bourgogne? Alors ça me fait plaisir parce que ça a pris un peu de temps, mais je me suis dit, ça, c'est sympa. Ouais. C'est que ça marchait. Et Ouais. j'ai une question complémentaire sur les États-Unis. Les États-Unis pèsent très lourd dans le business de Drouin. Je ne sais pas si c'est un secret ou pas, mais on peut dire quelle est la part de... Oui, non, ça pèse lourd. C'est sûr que pour nous, c'est le premier marché en volume, pas forcément en valeur. C'est la France pour nous qui reste en valeur. Sur la France, c'est plutôt des grands vins et beaucoup la restauration, la clientèle particulière. Par contre, en volume, bien sûr, c'est les États-Unis qui sont numéro 1. Alors les chiffres, je sais que l'export pour nous, c'est à peu près 75% et une grosse partie, c'est sur les États-Unis, mais pas que. Alors aux États-Unis, sauf erreur, vous êtes avec le même distributeur depuis très 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 longtemps. Dreyfus HB, toujours. On est très fidèles, nous. Alors, oui. Alors Dreyfus. Je voudrais avoir que vous exposiez un peu l'importance et le rôle du distributeur, de l'importateur-distributeur aux États-Unis. L'importateur en l'occurrence. Oui, l'importateur, il est très important, bien sûr, parce que c'est lui qui importe vos vins et c'est lui qui après va choisir ses distributeurs. Alors il se trouve que dans le cas de Dreyfus, là ça a été un peu aussi une vision de mon père. En 1984, Dreyfus, qui a été créé par un Suisse, Michel Dreyfus, qui est parti aux États-Unis et a créé cette petite société de distribution, a été racheté par un gros groupe qui s'appelait le groupe Schenley. Et en 1983 ou 84, ce groupe décide de vendre leur Fine Wine Division, donc la division vin fin, Dreyfus, qui vendait d'autres vins que ceux de la maison de Drouin. Et là, mon père s'est dit, waouh, si on pouvait prendre le contrôle de notre distribution, ça serait quand même intéressant. Donc vous rachetez Dreyfus. Donc il rachète Dreyfus. Donc en 1984, Drouin rachète Dreyfus HB. Et voilà, donc c'est resté cette modeste importateur, parce que Dreyfus est un importateur, donc il importe nos vins. Alors il importe d'autres vins, des vins de Bordeaux d'ailleurs, d'Édouard Moueix, entre autres. Enfin, il y a quelques vins. L'Oregon, c'est eux aussi qui gèrent. Et après, eux, donc c'est piloté par une personne d'ailleurs formidable, et eux choisissent leurs distributeurs. Donc on a quand même évidemment beaucoup de relations, beaucoup de liens, mais disons que Drouin a deux entités aux États-Unis, le domaine en Oregon et puis Dreyfus. Je posais la question parce qu'en 84, acheter son importateur aux États-Unis, enfin contrôler son importateur aux États-Unis, c'était aussi visionnaire, ça. Et bravo, parce que du coup, vous avez la distribution que vous avez. Ben oui, merci. Alors moi, je ne prends pas le compliment parce que j'y suis pour rien. Mais c'est vrai que c'était assez visionnaire et c'était pas une époque très facile pour personne. On a tous eu des périodes difficiles. Pour Drouin, c'était les années 90 où on avait perdu la majorité. On l'a récupéré à 100% maintenant, mais ça a pris quand même du temps. Donc on a traversé quand même beaucoup d'orages et des orages compliqués. On a failli perdre la maison début des années 90, et puis avec acharnement, avec travail, avec rigueur, avec aussi, on n'en parle jamais, mais l'argent qui n'est pas un tabou, il faut en parler, mais chez nous, il n'y a pas de dividendes, par exemple. Tout est remis dans la société, et ça, je pense, beaucoup contribué au fait de pouvoir survivre. Et puis après, il y a eu des périodes plus faciles, et là, on rentre dans une période plus compliquée. Je pense que tous les vignerons français sont dedans. Mais... je crois, oui. C'est pas propre, c'est quasiment toute la France. Oui. Donc c'est cyclique. Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de casse, qu'on s'en sorte, que la météo on n'en rajoute pas une couche sur. Oui. Si vous manquez d'eau, on en a à Bordeaux. Ah oui, ben, on a ce qu'il faut pour l'instant aussi. Mais on est content de l'avoir parce que nous, on était vraiment dans une zone un petit peu en déficit d'eau. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, il y a 2 personnes. Alors. Il y a un monsieur plus près, là, et il y en a un tout en haut. Bonsoir Véronique, bonsoir Monsieur Baudouin, et grand merci pour la qualité de cette rencontre. Véronique, je connais votre humilité, votre discrétion, mais depuis que nous nous sommes vus, vous avez eu la Légion d'honneur. Je pense que c'était à souligner. Ah bon? Ben, c'est très gentil, merci. Et... Je ne sais pas si je la mérite. Honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui la méritent, sûrement plus que moi ou autant. Et d'ailleurs, je dois avouer que je ne sais toujours pas qui
l'a demandé, parce qu'évidemment, on ne demande pas de recevoir la Légion d'honneur. Donc quelqu'un a eu la grande gentillesse de suggérer mon nom et qui a été accepté. Donc oui, mais c'est un honneur, oui, c'est un grand honneur. Mais encore une fois, je me suis dit, pourquoi moi? Et puis j'ai une dernière question. Vous avez fini par le trouver, le fameux vin caché par votre père? Ah ben non, ça c'est vraiment... Je vais vous avouer un petit secret, c'est que dans quelques semaines, on va se réunir avec mon père et mes frères, parce que je lui ai dit, il a quand même 90 ans, je lui ai dit un jour tu seras plus là, nous non plus d'ailleurs, et puis il y a des questions qu'on t'aura pas posées, et on va le regretter. Et je ne l'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse. Et je me suis dit, il faut que je réfléchisse à ces questions. Mais ça c'est sûr, celle-là, je l'ai déjà écrite. Où est la bouteille de 1856? Parce que Joseph Drouin, mon arrière-grand-père, avait acheté, avant de créer la maison, il avait acheté du vin, il avait acheté 3 bouteilles, enfin sûrement plus, mais il les avait bu. Mais il restait, après son décès, 3 bouteilles de Musigny 1856, donc avant la création de la maison qui est 1880. Et donc mes parents en ont bu une à ma naissance. Voilà, moi je suis née un jour des hospices de Beaune, donc c'était peut-être un signe. Et j'étais la deuxième, j'étais une fille, je ne sais pas, mais enfin mes parents ont voulu célébrer. Hop, ils ont ouvert une des 3 bouteilles et ils me racontent que, je ne m'en souviens pas bien sûr, mais j'ai eu une petite goutte de Musigny 1856. C'est peut-être pour ça que j'aime autant les vins de Chambolle. Et j'ai eu la chance de goûter une deuxième bouteille, beaucoup plus récemment, où mon père nous a invités, il a fait venir un grand chef. Et là, il a ouvert 2 bouteilles de Musigny 1911, quelques plus jeunes aussi, et une bouteille de 1856 qui était incroyable. Alors je dois dire quand même, partager aussi une anecdote aujourd'hui chez Véronique, qui a eu la grande gentillesse de nous inviter avec Louise pour visiter l'extraordinaire domaine au Bailly. Et elle avait un client américain qui était là et qui avait apporté une bouteille d'Aubailly 1918. Non mais qui fait ça? Et qui peut boire ça? Donc voilà. Et Véronique a dit mais oui, on va l'ouvrir. Et le vin était extraordinaire, il paraît. Et le vin était extraordinaire. Et donc, il reste effectivement une bouteille de 1856 et on ne sait pas où elle est cachée. Donc, il faut que je pense à sous le matelas, poser la question. Derrière la porte de la liberté. Voilà. Il y avait une dernière question d'un monsieur tout en haut. Allez, c'est la dernière et après, on va passer à la dégustation parce qu'il fait soif quand même. Bonsoir. Moi, je voulais simplement savoir qu'est-ce que vous en pensez des petits cépages comme le Pernon Bergolès. C'est pas des appellations. Oui, des appellations. Oui, mais en fait, c'est les appellations que j'aime beaucoup et dont il faut qu'on parle. Savigny-les-Beaunes, Pernon, Saint-Romain, Saint-Aubin. Parce qu'en fait, c'est des appellations délicieuses, mais qui ont... Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Pour l'histoire, fait que c'est plus des Meursault, des Puligny, des Chassagnes, qui sont des très très grands vins, il faut le reconnaître. C'est des climats un peu plus froids aussi. C'est des climats plus frais, et pour l'instant, on est très contents de les avoir. C'est ça, il faut les avoir. Alors, aujourd'hui on en fait, on est... Oui, mais vous avez tout à fait raison. Et merci d'ailleurs pour la question, parce que ça, c'est des appellations excellentes. Alors, je voulais savoir aussi le système des bouchons. Qu'est-ce que vous employez comme bouchon? Alors nous, on est resté très traditionnel. On est toujours sur le bouchon liège, avec les problèmes que ça peut générer. On n'est pas à 100% garantir qu'il n'y a pas de goût de bouchon. Ça peut encore arriver, beaucoup moins qu'avant. On a fait des essais. On continue à faire beaucoup d'essais. Alors beaucoup de nos confrères sont passés sur les bouchons Diam en blanc, parce que la Bourgogne a eu... Pas que la Bourgogne, mais on a été très affecté par les problèmes d'oxydation prématurée sur les blancs. Ça va mieux, mais il y en a quand même encore. Et c'est vraiment le dilemme. Et il y a très récemment, on faisait une dégustation de Puligny-Montrachet mis en bouteille avec des bouchons Diam, qui est un très beau bouchon technique, qui est quand même du liège aggloméré, mais il y a quand même une colle qui sert de liant, et le bouchon traditionnel. Alors, tous les Diam étaient comme une armée. Toutes les bouteilles étaient pareilles, nickel, pas un défaut, il n'y avait pas de problème. Mais il n'y avait pas la bouteille avec l'étoile. Et les bouteilles avec les bouchons naturels, on a eu une bouchonnée, on a eu une bouteille évoluée, et là on s'est dit, c'est pénible. Par contre, les meilleurs étaient exceptionnels. Donc c'est très frustrant, et quoi faire? On veut que le client ait jamais de déception, mais il n'a plus la bouteille exceptionnelle, ou est-ce qu'on dit, tant pis?
Donc pour l'instant, chez nous, on est un petit peu les dinosaures, hein, à continuer, parce que beaucoup de nos confrères sont passés avec ce bouchon d'IA, mais peut-être qu'il faudra qu'on le fasse. Ils viennent de France ou de Portugal? Alors c'est beaucoup du Portugal, oui. L'approvisionnement est beaucoup Portugal. Parce que j'ai vu des systèmes de bouchons, c'est un tiers de liège, un tiers plastique et un tiers de liège. Oui, ça, il est très peu utilisé. En tout cas, chez nous, il est très peu utilisé en Bourgogne. Mais effectivement, c'est des essais aussi. Mais c'est très bien qu'il y ait tous ces essais parce que la production mondiale de vin a beaucoup grossi. Et finalement, qui fournissait des bouchons au monde? C'était le Portugal. Et ils n'ont pas des forêts indéfinissables. Les arbres ont vieilli, il y a des arbres qui ont disparu. Donc, c'est ce qu'on appelle ces alternative closure, ces bouchons alternatifs. C'est super. Et la capsule, par exemple, c'est un très bon exemple. Ça marche bien. Après, il y a des pays qui les acceptent moins et des sommeliers qui aiment moins. Donc, nous, on a fait marche arrière sur la capsule Luis, mais c'est un très bon obturateur pour peut-être les vins. Alors, on dit de garde aussi, mais en tout cas, les vins de consommation un petit peu plus rapides, c'est super. Oui, pour les vins plus rapides, oui, c'est ça. Oui. C'est sympa. Ben, je vous remercie infiniment. Merci pour la qualité de votre écoute. Merci pour d'avoir été présent ce soir. Et j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir. Et vous allez prendre certainement le même plaisir dans quelques minutes, tout en haut, au 7e ciel de cette salle, pour goûter le côte de Beaune de la maison Joseph Drouin. Le baby-mouche. Le baby-mouche. Le petit Claude des Mouches. Merci à vous. Merci à la régie. Alors, on se retrouve pour les grands entretiens. Alors, on va passer l'été. On se retrouve le 1er octobre avec un autre bourguignon, mais qui n'est pas originaire de Bourgogne, qui n'est pas vigneron, qui est caviste et qui a un petit négoce à Bordeaux aussi. C'est un footballeur qui s'appelle Éric Carrière, ancien international, 10 de l'équipe de France, qui était après Zidane, qui est un fou de vin que tu dois connaître. Ah oui, il est fou de vin. C'est un vrai passionné. Il a été chroniqueur de foot sur Canal+ pendant des années. Enfin bref, mais c'est un dingue de vin, un vrai amoureux du vin, un vrai caviste. La plus grande cave de Dijon, elle est là-bas. C'est peut-être une des plus grandes caves de Bourgogne. Et c'est un homme passionné, donc je pense qu'on devrait se régaler aussi. Et ça, c'est le 1er octobre, donc à cet automne. Donc on va laisser passer l'été et profiter du soleil sur le bassin d'Arcachon et ailleurs. Merci à vous, merci à la régie, merci à toute l'équipe de la Cité du Vin, merci Philippe, Géraldine, merci Véronique d'être venue ce soir, ça m'a fait très plaisir. Merci Jérôme. Et bonne soirée, merci.